Mai 1940, nord de la France. Pendant que les experts de la résistance se faisaient massacrer en tentant de faire exploser les trains nazis avec de la dynamite volée, un simple fermier de 52 ans, sans aucune formation militaire, a paralysé l'armée allemande avec quelque chose qu'il avait déjà dans sa grange. En 4 ans, sa technique ridiculement simple a causé 33 000 heures de retard au convoi ennemi et sauvé des centaines de vies. Tout ça sans tirer une seule balle. Mais comment un bout de fil de fer agricole à moins d'1 franc a-t-il réussi là où des tonnes d'explosifs militaires avaient échoué? Les rails tremblaient sous le poids des trains allemands. Jour après jour, nuit après nuit, les convois traversaient la campagne française comme des serpents d'acier. Dans chaque wagon, des soldats. Dans chaque train, des armes. Les Allemands avaient conquis la France en seulement 6 semaines, et maintenant leurs trains roulaient partout, sans s'arrêter jamais. Les chiffres racontaient une histoire terrible. Entre le 1er juin et la fin août, la Wehrmacht avait transporté 2 700 000 tonnes de matériel par les chemins de fer français. 134 000 soldats allemands voyageaient dans ces trains chaque semaine. Pas un seul convoi n'avait été arrêté pendant plus de 2 heures. Les trains roulaient avec la précision d'une horloge suisse. Toutes les 15 minutes, un nouveau train passait sur les lignes principales. Les Français regardaient, impuissants, tandis que leur propre réseau ferroviaire servait l'ennemi. Les hommes et les femmes de la résistance essayaient de combattre. Ils risquaient leur vie pour ralentir ces trains de fer et de mort, mais leurs efforts se terminaient presque toujours en tragédie. Entre juin et août, 47 groupes de résistants avaient tenté de saboter les lignes. 47 tentatives courageuses. Seulement 3 avaient réussi à retarder un train de plus de 2 heures. Le prix de ces 3 petites victoires était horrible. 17 hommes et femmes avaient été capturés et fusillés par les Allemands. 17 vies perdues pour quelques heures de retard. Le problème était simple, mais mortel. Pour arrêter un train, les résistants devaient utiliser des explosifs. Mais la dynamite était presque impossible à trouver. Les Allemands gardaient tous les stocks d'explosifs comme des trésors. Voler de la dynamite signifiait attaquer des dépôts militaires lourdement protégés. Fabriquer ses propres explosifs demandait des produits chimiques rares et dangereux. Et même quand un groupe réussissait à obtenir de la dynamite, il fallait encore l'installer sur les rails sans se faire repérer. Les patrouilles allemandes marchaient le long des voies toute la nuit. Les chiens reniflaient les étrangers, les projecteurs balayaient les ponts et les tunnels. 3 cellules entières de résistants avaient été détruites en essayant simplement d'obtenir assez d'explosifs pour une seule mission. Les survivants racontaient des histoires d'horreur, des hommes capturés avec de la dynamite dans leurs sacs, des tortures dans les caves de la Gestapo, des exécutions à l'aube devant des murs criblés de balles. Les experts de la résistance étaient des hommes sérieux avec des connaissances sérieuses. Parmi eux se trouvaient d'anciens ingénieurs de la SNCF, la Compagnie nationale des chemins de fer. Il y avait aussi des officiers militaires qui avaient combattu pendant la Grande Guerre. Ces hommes savaient comment fonctionnaient les trains. Ils comprenaient les rails, les locomotives, les systèmes de freinage. Et tous disaient la même chose. Pour arrêter un train allemand, il fallait de la puissance, de gros explosifs, des charges qui pouvaient déchirer l'acier et tordre les rails. Rien d'autre ne marcherait. Quand quelqu'un proposait une idée différente, les experts secouaient la tête. Ils avaient en bévu trop d'échecs, trop de morts. Ils ne voulaient pas écouter les suggestions qui semblaient trop simples ou trop étranges. La guerre était une affaire sérieuse, disait-il. Elle demandait des solutions sérieuses. C'est dans ce monde de peur et d'échecs qu'apparaît René Prével. René avait 52 ans. Il vivait dans une petite ferme près d'Amiens, en Picardie. Toute sa vie, il avait travaillé la terre. Il plantait du blé et de l'orge. Il élevait des vaches et des moutons. Ses mains étaient dures comme du cuir à cause du travail.
Son visage était brûlé par le soleil et le vent. Il n'était jamais allé à l'université. Il n'avait jamais servi dans l'armée. Il ne savait rien des explosifs ou de la stratégie militaire. Avant la guerre, René réparait ses clôtures quand elles se cassaient. Il construisait des abris pour ses animaux. Il connaissait le prix du fil de fer et du bois. Il savait comment faire durer les choses, avec presque rien. C'était un homme simple qui faisait un travail simple. Personne ne lui aurait demandé conseil sur comment gagner une guerre. Personne ne l'aurait pris au sérieux dans une réunion de résistants. Mais René regardait les trains passer près de sa ferme chaque jour. Il les voyait rouler vers le nord, pleins de soldats allemands. Il les voyait revenir vers le sud, transportant du matériel volé de France. Et pendant qu'il regardait, il remarquait quelque chose que les experts ne voyaient pas, quelque chose de simple, quelque chose d'évident. Les trains qui passaient près de sa ferme étaient des trains électriques. Au-dessus d'eux, des câbles épais portaient l'électricité. Ces câbles s'appelaient des caténaires. Les trains touchaient ces câbles avec une pièce de métal sur leur toit. L'électricité coulait du câble vers le train. Sans électricité, le train ne pouvait pas bouger. C'était aussi simple que ça. René pensait à ces clôtures électriques. Parfois, un arbre tombait et touchait le fil. Parfois, un animal touchait le fil et la terre en même temps. Quand cela arrivait, l'électricité prenait un raccourci. Elle sautait du fil vers la terre. Le circuit se coupait. Les fusibles sautaient pour protéger le système. La clôture arrêtait de fonctionner jusqu'à ce qu'on répare le problème. Un train électrique fonctionnait de la même façon, pensait René. Si quelque chose connectait le câble électrique au-dessus du train avec le rail métallique en dessous, l'électricité prendrait ce raccourci. Le système de sécurité couperait l'alimentation. Le train s'arrêterait. Et pour créer cette connexion, on n'avait pas besoin d'explosifs coûteux et dangereux. On n'avait pas besoin de produits chimiques rares. On avait seulement besoin de quelque chose que chaque fermier possédait déjà. Quelque chose de si ordinaire que les Allemands ne penseraient jamais à le contrôler. Du fil de fer. Du simple fil de fer agricole, comme celui que René utilisait pour ses clôtures depuis 30 ans. Un bout de métal qui coûtait quelques centimes. Quelque chose qu'on pouvait acheter dans n'importe quel magasin de village. Quelque chose que personne ne remarquerait jamais. René ne dit rien aux experts. Il savait qu'ils ne l'écouteraient pas. Un fermier sans éducation qui pensait pouvoir arrêter les trains nazis avec du fil de clôture. Il rirait de lui. Ou pire, il penserait qu'il était fou ou dangereux. Mais René ne pouvait pas chasser cette idée de sa tête. Chaque nuit, dans sa grange, il y pensait. Il calculait les distances. Il estimait les hauteurs. Le câble électrique pendait à environ 6 mètres au-dessus des rails. Si on lançait un fil de fer lesté depuis un pont, pourrait-il toucher le câble et le rail en même temps? Les experts disaient dès qu'il fallait détruire la locomotive pour arrêter un train. Mais René avait compris quelque chose de différent. On n'avait pas besoin de détruire quoi que ce soit. Il suffisait de couper son électricité pour quelques heures. Et pour ça, il ne fallait qu'un bout de fil de fer et le courage de l'essayer. René travaillait dans sa grange chaque nuit après le coucher du soleil. La lumière d'une seule lampe à pétrole éclairait ses mains pendant qu'il tressait le fil de fer. Il prenait 3 brins de fil galvanisés, chacun aussi épais que son petit doigt. Chaque brin mesurait 2,5 mm de diamètre. Il les tordait ensemble comme on tresse les cheveux d'une petite fille. Le fil triple était plus solide qu'un seul brin épais. Il ne casserait pas facilement. Quand la tresse était terminée, elle mesurait exactement 8 mètres de long. René avait mesuré cette longueur avec soin. Le câble électrique, au-dessus des trains, pendait à 5,75 mètres du sol. Les rails étaient bien sûr au niveau du sol. Entre les deux, il y avait presque 6 mètres d'espace vide. Un fil de 8 mètres pouvait toucher le câble en haut et le rail en bas, avec un peu de longueur en plus pour être sûr. Au bout du fil tressé, René attachait un poids.
C'était un vieux morceau de fer de sa charrue cassée. Le poids faisait exactement 340 grammes. Pas trop lourd pour bien lancer, pas trop léger pour tomber droit. René testait chaque poids dans sa main avant de l'attacher. Il devait sentir juste. Dans la journée, René était un fermier ordinaire. Il nourrissait ses vaches. Il réparait sa charrette. Il parlait avec ses voisins du temps qu'il faisait. Mais la nuit, dans le secret de sa grange, il découpait ses propres clôtures. Il avait 40 mètres de fil de fer bon autour de ses champs. Maintenant, mètre par mètre, il le coupait en sections de 8 mètres. Il travaillait lentement pour ne pas faire de bruit. Ses voisins ne devaient rien savoir. Les Allemands ne devaient rien suspecter. Le coût total de son projet était 0 franc. Il n'achetait rien. Il n'avait besoin de rien que ce qu'il possédait déjà. Pas d'explosifs à voler, pas de produits chimiques à acheter, juste du fil de fer qu'il prenait de ses propres clôtures. C'était tellement simple que ça semblait impossible que personne n'y ait pensé avant. René savait quelque chose d'important sur l'électricité des trains. Les Allemands utilisaient des câbles qui portaient 15 000 volts. C'était une quantité énorme d'électricité, assez pour tuer un homme en 1 seconde. Mais cette puissance pouvait aussi être une faiblesse. Quand on créait un court-circuit dans un système électrique puissant, les disjoncteurs de sécurité sautaient immédiatement. Ils devaient sauter pour protéger l'équipement. Sans ces disjoncteurs, les câbles brûleraient et exploseraient. René avait calculé la résistance électrique de son fil de fer tressé. Il ne savait pas faire des mathématiques compliquées, mais il comprenait les bases. Le fil de fer conduisait l'électricité très bien. Quand il touchait le câble de 15 000 volts et le rail de terre en même temps, la résistance totale serait moins de 1 ohm. L'électricité se précipiterait à travers le fil, comme l'eau à travers un tuyau cassé. Les disjoncteurs détecteraient ce problème en moins d'1 seconde. Ils couperaient l'électricité dans un rayon de 3 à 5 km autour du court-circuit. Pendant des semaines, René prépara son matériel. Il fabriqua 5 dispositifs complets, 5 fils de 8 mètres avec leur poids de fer. Il les cacha sous le foin dans sa grange. Il attendait le bon moment. Il attendait d'avoir le courage. La nuit du 12 septembre 1940 arriva enfin. René ne pouvait plus attendre. Chaque jour qui passait, plus de trains allemands traversaient la France, plus de soldats, plus d'armes. Il devait essayer son idée maintenant. Il connaissait un pont ferroviaire près d'Amiens. Le pont passait au-dessus d'une petite route de campagne. Tard dans la nuit, peu de gens utilisaient cette route. Les patrouilles allemandes passaient seulement toutes les 2 heures. René avait observé leurs horaires pendant 3 nuits. À 2 heures du matin, René marchait vers le pont. Il portait son fil de fer tressé caché sous sa veste. Son cœur battait si fort qu'il pensait que tout le monde pouvait l'entendre. Ses mains tremblaient. Ce n'était pas un soldat. Il n'avait jamais combattu dans une guerre. Il était juste un fermier qui allait peut-être mourir cette nuit. Il grimpa sur le pont et attendit dans l'ombre. La nuit était froide. Un vent léger soufflait de l'ouest. Il pouvait entendre les grenouilles dans le fossé en bas. Au loin, le ululement d'une chouette. Tout semblait normal et paisible. Mais dans quelques minutes, un train de ravitaillement allemand allait passer. René entendit le train avant de le voir. Le grondement sourd des roues sur les rails, le sifflement lointain de la locomotive. Puis, les lumières apparurent, 2 yeux jaunes perçant l'obscurité. Le train approchait vite, très vite. René se tint au bord du pont. Il tenait son fil de fer par le bout sans poids. Le morceau de fer de charrue pendait en bas, tirant le fil vers le sol. Il devait lancer au bon moment, trop tôt, et le fil tomberait avant le train. Trop tard, et il manquerait complètement. Le train était maintenant à 50 mètres, 40 mètres, 30 mètres. René pouvait voir les étincelles bleues où la locomotive touchait le câble électrique.
Il pouvait sentir la vibration du pont sous ses pieds. 20 mètres. René lança le fil de fer de toutes ses forces vers le câble électrique au-dessus du train qui approchait. Le poids de fer vola à travers l'air nocturne. Le fil se déroula derrière lui comme un serpent métallique. René retint son souffle. Tout se passait en quelques secondes, mais le temps semblait ralentir. Le poids toucha le câble électrique exactement au moment où la locomotive passait en dessous. Il y eut un flash de lumière blanche, brillante comme le soleil. Un bruit comme un coup de tonnerre. Des étincelles explosèrent dans toutes les directions. L'odeur âcre de métal brûlé remplit l'air. Le fil de fer se vaporisa en fumée, mais pas avant d'avoir fait son travail. Le court-circuit était créé. Quelque part dans la nuit, à 3 kilomètres de là, un disjoncteur automatique détecta le problème. Il coupa l'électricité en une fraction de seconde. La locomotive allemande perdit toute sa puissance instantanément. Les roues continuèrent à tourner par inertie pendant quelques secondes, puis le train commença à ralentir. Les freins automatiques s'enclenchèrent. Le train s'arrêta complètement, immobile sur les rails comme un serpent mort. René était déjà parti. Il courait à travers les champs vers sa ferme. Son cœur battait comme un tambour, ses jambes tremblaient, mais dans sa poitrine, il sentait quelque chose de nouveau, de l'espoir. Ça avait marché. Son fil de fer stupide avait vraiment arrêté un train allemand. Le train resta immobile pendant 4 heures et 20 minutes. Les ingénieurs allemands devaient trouver le problème. Ils devaient réinitialiser le système. Ils devaient vérifier tous les câbles sur 3 kilomètres de voie. C'était le plus long retard qu'un train allemand avait subi depuis le début de l'occupation. Et personne ne savait pourquoi. Le fil de fer s'était vaporisé complètement. Il ne restait aucune preuve. Les Allemands pensaient que c'était une panne technique, juste de la malchance. 3 jours plus tard, un homme frappa à la porte de René. C'était Jacques Moreau, un lieutenant de la SNCF avant la guerre. Maintenant, il travaillait pour la Résistance. Il avait entendu parler du train arrêté. Il avait posé des questions. Il avait découvert qu'un fermier avait été vu près du pont cette nuit-là. Jacques regarda René dans les yeux et demanda simplement « C'était vous ?» René hésita. Puis il hocha la tête. Jacques sourit pour la première fois depuis des mois. « Montrez-moi comment vous avez fait ça », dit-il. Malgré le scepticisme de ses supérieurs dans la Résistance, Jacques croyait en René. Il lui donna quelque chose de précieux. Les horaires secrets des trains allemands, des cartes détaillées montrant quelles lignes étaient électrifiées. Les emplacements des patrouilles. Jacques risquait sa vie en partageant ces informations. Mais il avait vu trop de résistants mourir pour rien. Cette nouvelle méthode pouvait sauver des vies. En octobre, René forma 6 autres fermiers de sa région. Il leur montra comment tresser le fil, comment attacher le poids, comment lancer depuis un pont. En 3 semaines, ces 7 hommes ordinaires exécutèrent 11 sabotages réussis. Le temps moyen d'arrêt était 3 heures et 47 minutes par incident. Et le plus incroyable, 0 perte. Pas un seul fermier capturé, pas une seule mort. Pendant ce temps, les méthodes conventionnelles continuaient d'échouer tragiquement. 17 résistants avaient été exécutés pour seulement 3 trains retardés. Le contraste était impossible à ignorer. Les réseaux de résistance étaient désespérés. Ils avaient besoin de quelque chose qui marchait. À l'automne 1940, malgré tous les doutes, malgré toutes les objections des experts, ils commencèrent à adopter la technique du fil de fermier. L'homme qui ne savait rien de la guerre était en train de changer la façon dont on la combattait. Les chiffres racontaient une histoire que personne ne pouvait ignorer. Entre juin et septembre 1940, avant que René ne lance son premier fil de fer, la Résistance avait tenté 47 sabotages.
Seulement 3 avaient réussi. 17 hommes et femmes courageux étaient morts. Le temps moyen de retard pour chaque train était seulement 1 heure et 12 minutes. C'était un prix terrible pour si peu de résultats. Mais après octobre, tout changea. Entre octobre 1940 et mai 1941, les résistants lancèrent 284 fils de fer sur les trains allemands. 267 fois, ça marcha. C'était un taux de succès de 94%. Seulement 2 résistants moururent pendant toutes ces opérations. Et maintenant, chaque sabotage arrêtait un train pendant une moyenne de 3 heures et 48 minutes. Plus de 3 fois, plus longtemps qu'avant. Les mathématiques étaient simples, mais puissantes. Avant le fil de fer, il fallait sacrifier 4,3 vies de résistants pour chaque sabotage réussi. Après le fil de fer, le ratio tombait à 0,007 morts par sabotage réussi. C'était comme comparer la nuit et le jour. La nouvelle se répandit à travers les réseaux de résistance comme le feu dans l'herbe sèche. De la Picardie à la Normandie, de la Bretagne à l'Alsace, les résistants apprenaient la technique de René. Ils n'avaient pas besoin de formation spéciale. Ils n'avaient pas besoin d'armes ou d'explosifs. Ils avaient juste besoin de fils de fer et de courage. Entre novembre 1940 et juin 1944, les réseaux fabriquèrent environ 12 000 dispositifs. Dans les granges sombres et les caves humides, des mains tremblantes tressaient le fil. Des hommes et des femmes qui n'avaient jamais combattu apprenaient à devenir des saboteurs. Un enseignant à Lyon, un boulanger à Rouen, une couturière à Lille, tous avec leurs fils de fer cachés sous leur manteau. En avril 1944, la production atteignit son sommet. 180 dispositifs fabriqués en une seule semaine. C'était presque 26 par jour. Les Allemands ne comprenaient pas pourquoi leurs trains s'arrêtaient si souvent. Ils cherchaient des bombes et des explosifs. Ils ne pensaient jamais à chercher du simple fil de fer agricole. Et c'était le génie de la méthode de René. Le fil de fer était tellement ordinaire que les Allemands ne pouvaient pas le contrôler. S'ils interdisaient le fil de fer, comment les fermiers français répareraient leurs clôtures? Comment attacheraient-ils leurs outils? Comment construiraient-ils leurs granges? Bannir le fil de fer signifiait paralyser toute l'agriculture française. Même les Allemands ne pouvaient pas faire ça. Ils avaient besoin que les fermiers français produisent de la nourriture. Pendant ce temps, les tentatives avec des explosifs continuaient. Certains réseaux de résistance refusaient d'abandonner les méthodes traditionnelles. Ils pensaient que les vraies guerres se gagnaient avec de vraies bombes. Mais leurs résultats restaient catastrophiques. 78% de leurs missions échouaient. Et quand elles réussissaient, le prix humain était horrible. 4,3 résistants morts pour chaque sabotage réussi. Ces chiffres ne mentaient pas. Les saboteurs qui utilisaient des explosifs devaient transporter 8 à 15 kilos de dynamite. Imaginez marcher dans la nuit avec assez d'explosifs pour vous transformer en morceaux si vous tombez. Ils devaient approcher les voies ferrées pendant que des patrouilles allemandes marchaient partout avec des chiens et des fusils. Ils devaient s'agenouiller sur le gravier froid pendant 15 à 45 minutes pour installer les charges sous les rails. Leurs doigts tremblaient. Chaque bruit les faisait sursauter. Un rayon de lampe torche signifiait la mort. Les patrouilles allemandes détectaient 73% de ces tentatives. Les hommes étaient capturés avant même de poser leur dynamite. Et même quand ils réussissaient à installer les explosifs et à s'échapper, les charges ne fonctionnaient pas dans 42% des cas. La dynamite fabriquée à la maison était dangereuse et peu fiable. Parfois, elle n'explosait pas du tout. Parfois, elle explosait trop tôt et tuait ceux qui l'avaient posée. Comparez ça avec le fil de fer. Un homme seul sur un pont. 2 secondes pour lancer, puis partir en courant. Si le fil manquait sa cible, personne ne savait qu'il avait essayé. Il n'y avait pas de bombe qui attendait d'exploser. Pas de preuve à trouver.
juste un morceau de fil qui se vaporisait dans le flash du court-circuit. Les Allemands n'étaient pas dents et pas stupides. En février 1941, ils commencèrent à comprendre qu'on attaquait leurs câbles électriques. Ils décidèrent de protéger les caténaires avec des cages métalliques. Ces cages coûtaient très cher. 2 800 000 Reichsmarks pour 340 km de protection. C'était assez d'argent pour acheter 10 chars d'assaut. Les travailleurs allemands et français forcés passèrent 7 mois à installer ces cages. Ils travaillèrent sous le soleil, brûlant de l'été, et les pluies froides de l'automne. Les cages étaient des structures compliquées de métal tissé qui entouraient les câbles comme des tunnels protecteurs. Rien ne pouvait passer à travers pour toucher les caténaires. Mais il y avait un problème énorme avec ce plan. La France avait des milliers et des milliers de kilomètres de voies ferrées électrifiées. Les Allemands ne pouvaient protéger que les sections près des grandes villes. Même après 7 mois de travail dur, seulement 11% du réseau était protégé. 89% restaient complètement vulnérables. Les résistants ne combattirent pas contre les cages. Ils les contournèrent simplement. Si une ligne était protégée près de Paris, ils lançaient leur fil 20 km plus loin où il n'y avait pas de cage. Si une section près de Lyon devenait trop dangereuse, ils se déplaçaient vers une autre région. La France était grande. Les Allemands ne pouvaient pas tout protéger. Le 6 juin 1944 changea tout. C'était le jour J. Les Alliés débarquèrent en Normandie. Des milliers de soldats américains, britanniques et canadiens touchèrent les plages françaises. Les Allemands devaient envoyer des renforts rapidement. Chaque heure comptait. Chaque train de soldats pouvait faire la différence entre la victoire et la défaite. Cette nuit-là, entre minuit et 6 heures du matin, les réseaux de résistance lancèrent leur plus grande opération. 486 sabotages au fil de fer, tous coordonnés, tous dans les 6 mêmes heures. Des hommes et des femmes dans toute la France montèrent sur des ponts dans l'obscurité. Ils lancèrent leurs fils. Les éclairs blancs des courts-circuits illuminèrent le ciel comme des étoiles qui tombaient. Le chaos qui suivit était magnifique et terrible. 37% du réseau ferroviaire du nord de la France s'arrêta complètement. Les trains allemands restèrent immobiles sur les voies pendant 8 à 14 heures. Les ingénieurs couraient partout, cherchant les problèmes. Ils réparaient un court-circuit, puis un autre se produisait 20 km plus loin. C'était comme essayer d'éteindre 100 feux en même temps. La 2e division Panzer, une des meilleures unités blindées allemandes, devait aller en Normandie pour attaquer les Alliés. Normalement, le voyage aurait pris 8 heures par train. Mais à cause des sabotages, la division fut retardée de 18 heures. 18 heures où les soldats alliés purent renforcer leur position. 18 heures qui peut-être sauvèrent des milliers de vies. En août 1944, après que Paris fut libéré, le général Eisenhower fit une déclaration remarquable. Il était le commandant suprême de toutes les forces alliées en Europe. Il dit que les sabotages ferroviaires français avaient été aussi utiles que 15 divisions de soldats supplémentaires. 15 divisions, c'était environ 200 000 hommes. Les résistants, avec leurs fils de fer, avaient fait le travail de 200 000 soldats. Les historiens calculèrent dès plus tard les chiffres totaux. Entre 1940 et 1944, il y eut environ 8 700 sabotages réussis utilisant la méthode du fil de fer. Ensemble, ces sabotages causèrent 33 000 heures de retard aux trains allemands. C'était plus de 3 ans et 9 mois de temps perdu. 3 ans où les soldats allemands n'arrivaient pas à temps, où les armes restaient dans des wagons immobiles, où les plans militaires échouaient parce qu'un train était en retard. Les Allemands furent forcés de détourner 47 000 soldats pour protéger les chemins de fer. 47 000 hommes qui auraient pu combattre au front. Au lieu de ça,
Il marchait le long des voies dans la nuit, cherchant des saboteurs qu'ils ne pouvaient jamais attraper. Ils gardaient des ponts et des tunnels. Ils installaient des cages coûteuses qui ne protégeaient presque rien. Et tout ça à cause d'un fermier de 52 ans qui avait regardé un train et pensé à ses clôtures électriques. Un homme qui ne savait rien de la guerre avait trouvé une faiblesse que tous les généraux avaient manquée. Il n'avait pas essayé de combattre la force avec la force. Il avait trouvé le point faible et l'avait touché encore et encore avec la chose la plus simple du monde. Du fil de fer à quelques centimes le mètre. La guerre se termina en mai 1945. Les canons se turent. Les soldats rentrèrent chez eux. Les villes commencèrent lentement à reconstruire ce qui avait été détruit. Mais l'idée de René Prével ne mourut pas avec la fin de la guerre. Elle continua à vivre, changeant de forme, s'adaptant à de nouvelles situations dans de nouveaux pays. 20 ans plus tard, de l'autre côté du monde, une autre guerre faisait rage. Au Vietnam, des guérilleros combattaient contre une armée moderne avec des hélicoptères et des tanks. Le Viet Cong était pauvre. Il n'avait pas beaucoup d'armes ni d'explosifs. Mais quelqu'un dans leur commandement avait entendu parler de ce qui s'était passé en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelqu'un connaissait l'histoire du fil de fer. Le Sud-Vietnam avait des chemins de fer. Ces trains transportaient des troupes et des provisions pour l'armée. Les commandants du Viet Cong se souvinrent de la technique française. Ils l'adaptèrent à leur situation. Au lieu de lancer depuis des ponts, ils grimpaient aux arbres la nuit. Ils attachaient leurs fils de fer aux branches. Quand un train passait en dessous, le fil tombait et créait le court-circuit. C'était la même idée de base, juste modifiée pour la jungle au lieu de la campagne française. Les sabotages marchèrent. Les trains s'arrêtaient. Les généraux américains ne comprenaient pas comment l'ennemi faisait ça avec si peu de ressources. La technique du fermier français avait voyagé à travers le temps et l'espace pour troubler une autre grande armée dans une autre guerre. Dans les années 1960, la CIA commença à créer des manuels de sabotage. Ces livres enseignaient comment perturber l'ennemi avec des moyens simples et peu coûteux. Les experts de la CIA étudièrent toutes les techniques de guérilla qui avaient marché dans l'histoire. Ils découvrirent l'histoire de René et son fil de fer. Dans leur manuel secret, ils inclurent des variantes de sa méthode. Ils l'appelèrent « sabotage électrique minimal ». Ils ne savaient probablement pas que tout avait commencé avec un fermier français qui regardait passer des trains près de ses champs. Les principes que René avait découverts devinrent une partie de la doctrine militaire moderne. N'attaquez pas la force de l'ennemi. Trouvez sa faiblesse. Utilisez l'infrastructure de l'ennemi contre lui-même. Ne dépensez pas beaucoup d'argent quand quelque chose de simple peut marcher. Ces idées semblent évidentes maintenant, mais en 1940, elles étaient révolutionnaires. Des écoles militaires dans le monde entier enseignent maintenant la guerre asymétrique. C'est quand une petite force faible combat une grande force puissante. Les instructeurs racontent l'histoire de la résistance française et ses sabotages ferroviaires. Parfois, ils mentionnent René par son nom. Souvent, ils ne connaissent même pas son nom. Mais ils enseignent sa leçon. L'intelligence bat la force quand on trouve le bon point faible. En 2008, des insurgés en Irak utilisèrent une méthode similaire contre les convois de ravitaillement américains. Ils ne coupaient pas l'électricité des trains, mais ils court-circuitaient les systèmes électriques des ponts et des barrières de sécurité. Le principe était exactement le même. Créer un court-circuit dans un système électrique pour causer le chaos. C'était le fantôme de René qui hantait encore les armées modernes 68 ans après qu'il ait lancé son premier fil de fer. Mais qu'arriva-t-il à René lui-même ? Son histoire personnelle est aussi surprenante que sa technique. Quand les Alliés libérèrent la France en 1944, des milliers de résistants furent célébrés comme des héros. On organisa des parades dans les rues.
Les généraux serrèrent des mains. Les journaux imprimèrent des histoires glorieuses de courage et de sacrifice. Les médailles furent distribuées par centaines. En 1946, le gouvernement français offrit à René la Légion d'honneur. C'est la plus haute décoration que la France peut donner. Des présidents et des généraux la portent fièrement sur leur uniforme. Pour beaucoup de gens, recevoir cette médaille est le plus grand honneur de leur vie. René dit non. Il refusa poliment, mais fermement. Il ne voulait pas de médaille. Il ne voulait pas de cérémonie. Il ne voulait pas qu'on fasse des discours sur lui. Quand les officiels insistèrent, il secoua la tête et ferma sa porte. Il ne voulait rien de tout ça. René retourna simplement à sa ferme. Il répara les clôtures qu'il avait coupées pendant la guerre. Il planta du blé dans ses champs. Il éleva ses vaches et ses moutons. Il se leva avec le soleil et se coucha quand il faisait noir. Il vécut exactement comme il avait vécu avant la guerre, comme si rien ne s'était passé. Les journalistes vinrent frapper à sa porte plusieurs fois au fil des années. Il voulait écrire son histoire. Il voulait qu'il raconte comment il avait combattu les nazis avec du fil de fer. Il pensait que ce serait une histoire merveilleuse pour leurs journaux. René refusa chaque interview. Il dit simplement qu'il avait fait ce qu'il devait faire et que maintenant, c'était terminé. Il ne voulait pas parler du passé. Ses voisins savaient qu'il avait été dans la résistance. Presque tout le monde avait fait quelque chose pendant la guerre, mais ils ne savaient pas que leur voisin tranquille était l'homme qui avait changé la façon dont la résistance combattait. Ils ne savaient pas que sa technique avait sauvé des centaines de vies et retardé des milliers de trains. Pour eux, René était juste René. Le fermier qui vivait au bout de la route. L'homme qui leur prêtait des outils quand ils en avaient besoin. René mourut en 1973. Il avait 85 ans. Sa mort fut annoncée dans le petit journal local avec quelques lignes simples. Il laissait derrière lui sa ferme, quelques économies et des souvenirs que seulement quelques personnes partageaient. Il n'y eut pas de grande cérémonie funéraire, pas de généraux en uniforme, pas de discours sur son héroïsme, juste une simple enterrement dans le cimetière du village où il avait vécu toute sa vie. Aujourd'hui, si vous visitez sa ferme, il n'y a pas de plaque commémorative, pas de monument. Rien qui dit qu'un héros a vécu ici. D'autres gens possèdent la terre maintenant. Ils ne savent probablement pas son histoire. Les champs sont les mêmes. Le ciel est le même. Mais les trains qui passent au loin roulent maintenant en paix. L'histoire de René nous enseigne quelque chose d'important sur l'innovation et sur comment résoudre les problèmes. Les plus grandes solutions ne viennent pas toujours des experts. Parfois, quelqu'un d'extérieur voit la réponse que tout le monde a manquée. Les experts de la résistance connaissaient tout sur les trains et les explosifs, mais ils étaient prisonniers de leurs propres connaissances. Ils ne pouvaient imaginer qu'il y avait une autre façon. René ne savait rien de la guerre. Il ne comprenait pas la stratégie militaire. Il n'avait jamais étudié l'ingénierie. Mais justement à cause de ça, il pouvait penser différemment. Il n'était pas bloqué par les règles de comment les choses doivent être faites. Il regardait le problème avec des yeux frais et voyait une solution que les experts ne pouvaient pas voir. Cette leçon est toujours vraie aujourd'hui. Dans notre monde moderne, nous avons des problèmes compliqués. Le changement climatique, les maladies, la pauvreté. Les experts travaillent dur sur ces problèmes avec leurs connaissances avancées, et c'est important. Mais parfois, la solution viendra de quelqu'un d'inattendu, quelqu'un qui regarde le problème d'un angle différent. Pensez aux cyberattaques modernes. Les compagnies dépensent des millions pour construire des systèmes de sécurité compliqués. Mais souvent, les pires violations de sécurité arrivent à cause de choses simples. Un email de phishing qui trompe quelqu'un. Un mot de passe par défaut que personne n'a changé. Une clé USB abandonnée dans un parking que quelqu'un branche dans son ordinateur. Les attaquants
n'utilise pas toujours les méthodes les plus sophistiquées. Il trouve le point faible simple que tout le monde a ignoré. C'est exactement ce que René a fait. Les Allemands avaient des armées puissantes, des armes modernes, des systèmes de sécurité stricts. Mais leur système électrique ferroviaire avait une faiblesse simple. Personne ne pensait à protéger les câbles électriques parce que qui attaquerait avec du fil de fer? C'était trop simple pour être dangereux, sauf que c'était précisément assez simple pour être parfait. Un fermier avec du fil de fer a accompli ce que des généraux avec des armées ne pouvaient pas faire. Il n'a pas frappé plus fort, il a frappé plus intelligemment. Et l'intelligence, la vraie intelligence qui résout des problèmes, n'a pas besoin d'un diplôme universitaire. Elle n'a pas besoin d'années de formation spécialisée. Parfois, elle a juste besoin d'yeux qui voient des mains clairement et d'un esprit qui n'a pas peur de penser différemment. C'est l'héritage de René Prével. Pas une statue, pas une médaille dans une boîte, mais une idée qui vit encore. L'idée que les solutions les plus puissantes sont parfois les plus simples, et que n'importe qui, même un fermier ordinaire, peut changer le cours de l'histoire s'il voit ce que les autres ne voient pas moi pas.